La fille têtue. Mon compte vole et vole, tourne et virevolte, et va se poser sur un cultivateur nommé Villon. Travailleur consciencieux, avisé, il exploitait bien son champ et en tirait régulièrement de bonnes récoltes. Quand il eut épargné assez d'argent pour envisager l'avenir sans crainte, il décida de se marier. Il choisit une femme appelée Sika, aussi sage que belle, à la peau fine et douce, d'un noir brillant, au cou cerclé d'un triple collier de Vénus. Certains trouvaient le teint de Sika trop noir. Villon se moquait de leur ridicule engouement pour les femmes à l'épidème claire. Il aimait tellement la sienne qu'il jura de ne plus en prendre une autre. D'ailleurs, il redoutait les tracas de la polygamie et les méchancetés des femmes jalouses. Dès le début de son mariage, il désira un enfant. Mais les années passaient et il ne voyait aucun signe prometteur. Ses parents insinuèrent que Sika était stérile. Pour s'en assurer, il alla consulter un célèbre devin qui lui révéla à sa grande surprise que rien ne dépendait de son épouse. Tu ne peux engendrer d'enfant, précisa le savant personnage. Seuls les dieux des eaux peuvent modifier ton destin. Offre-leur donc d'importants sacrifices et attends-toi à l'accomplissement de leur volonté. Mais si un enfant te naissait, il serait ou il sera désobéissant et capricieux. Peu importe, dit Villon, je l'accueillerai volontiers. Fut-il aussi entêté qu'un âne. À force de patienter, à force de patience, je l'éduquerai et le transformerai. Villon accomplit les prescriptions du devin, organisa de grandes cérémonies, alla lui-même poser à 3 carrefours différents des boules d'argile rouge piquetées de caurie pour conjurer le mauvais sort. Après quoi,
plein d'espoir, il aima sa femme d'un amour ardent. Bientôt, Sika lui annonça une grossesse. Fou de joie, plus que prévenant que jamais, Vion l'embrassa, la cajola, lui offrit comme à une jeune épousée des pailles, des bijoux, de la vaisselle. Les gens riaient de son exaltation et croyaient qu'il était envoûté. Sa femme accoucha d'une fille que l'oracle baptisa Trito. Vion multiplia les soins pour la fortifier et lui permettre de survivre. Soir et matin, sa mère la lavait dans des décoctions de racines et de feuilles, la couchait de force sur ses genoux, emprisonnait ses bras menus et, au risque de l'étouffer, la bourrait de tisane. Trito grandit normalement et devint une fillette splendide, aux yeux vifs comme des vignes, au sourire espiègle. Vion n'accorda pas d'importance à ses premières désobéissances. À un certain âge, pensa-t-il, tous les enfants jouent à s'opposer aux ordres qu'on leur donne. Cependant, malgré ses manières gentilles, Trito éprouvait un malin plaisir à contrarier ses parents. Il ne tenait pas ses promesses. Attention, elle ne tenait pas ses promesses, faisait tout de travers, répétait sans cesse les mêmes questions. Son père la traitait avec une douceur inaltérable. Trito, désormais, Trito dormait quand sa mère préparait le repas, refusait de balayer la case, de laver la vaisselle après avoir mangé, courait au marché au moment où les vendeuses rangeaient leurs affaires, allait au marigot lorsque les porteuses d'eau en revenaient. Le jour où elle entendit parler de la forêt sacrée et apprit que le roi avait formellement défendu d'y pénétrer ou de s'en approcher, elle parut très intriguée. Cette vieille loi date du fondateur du royaume, lui expliqua son père, et le sorcier Zépété en surveille l'observance. Où se trouve ce bois? Tout près de mon champ. Aucun bûcheron n'y a jamais coupé une branche.
Toutes sortes d'animaux y vivent, mais jamais un chasseur n'y a mis les pieds. Aucun guérisseur ne s'y hasardait pour chercher des plantes. Mais qu'a donc de spécial ce lambeau de forêt? Des génies y habitent. Quel génie! On les appelle Aziza. Malheur aux hommes qui violent leur domaine ou cherchent à percer leur mystère. On s'excuse, hein? Trito se mit à rire à la stupéfaction de son père qui espérait l'effrayer, la décourager. Elle ne croyait pas au génie, justement, parce que tout le monde y croyait et leur attribuait les événements insolites déroutants. Trito pensa que son père lui avait caché le véritable secret de cette forêt et lui avait raconté une histoire à dormir debout. Elle alla interroger sa mère. Pourquoi personne ne doit-il entrer dans les bois sacrés? Pauvre fille, s'écria Sita, ne parle plus jamais de cette forêt. Elle porte malheur. Qui trouve-t-on de si extraordinaire? Des animaux monstrueux, des plantes aux vertus magiques qui provoquent la foudre ou des accidents et ressuscitent les morts. C'est formidable, apprécia Trito, plus désireuse que jamais de voir ces choses par elle-même. Un jour, toute seule, elle s'en alla rôder aux environs du bois. Observa de loin les troncs élancés, mais n'aperçut rien d'anormal. Elle s'assit au bord du sentier. Se demandant s'il fallait s'enfoncer dans la foutaie. Une passante l'interpella. « Que cherches-tu, ma fille? Sais-tu que personne ne doit traîner par ici? » « J'attends mon père, parti au champ. » « Ne reste pas là, » répéta la femme en s'éloignant. Trito opina de la tête, mais ne bougea pas d'une semelle. Un peu plus tard, son père la vit et l'entraîna de force. « Ma fille, gronda-t-il,
Ne t'ai-je pas défendu de venir en cet endroit? Tu risques la mort ou la folie. Me promets-tu de ne plus recommencer? Oui, je jure, Père. Pendant 2 ans, Crito ne parla plus du bois sacré et sa vive curiosité parut se calmer. Elle devint une jeune fille ravissante que les jeunes gens et même des hommes mariés rêvaient d'épouser. Mais chez elle, toujours butée, elle faisait le contraire de ce qu'on lui demandait. À la cuisine ou bien, elle ne salait pas du tout les mets, ou bien elle les salait trop. Elle mettait du bois vert dans le foyer. Vraiment têtu, c'est bizarre. Je reprends cette partie. Elle mettait du bois vert dans le foyer, au lieu que ce soit des bois secs. Lavait son linge le soir ou partant de pluie. Elle lavait son linge le soir, quand le soleil est déjà couché. Vous imaginez un peu? Ou par les temps de pluie. C'est terrible. Elle vagabondait dans les rues quand il faisait beau, rien, lorsqu'elle voyait des gens pleurer, se moquant de tout, insouciante, malicieuse, insupportable. Ouais, ça c'est une fille-là. Un jour, elle provoqua un scandale retentissant. Elle revenait du marché lorsqu'elle rencontra plutôt des gens, des jeunes gens qui la suivirent. Certains lui adressèrent des compliments, d'autres lui lancèrent d'allettes plaisanteries. Crito dit l'un d'eux: pourquoi provoques-tu les garçons en dévoilant ta poitrine? Tu devrais te vêtir plus décemment. Tu n'as qu'à détourner les yeux, répliqua Crito. Je fais ce qui me plaît. Si tu n'es pas content, je peux ôter complètement mon paille. Oh, oh. Tu n'oserais pas, cria. Le jeune homme hésitait. Pour relever plutôt le défi, Crito dénoua calmement son paille, le plia, le posa sur sa tête. Excités comme des fous, les jeunes gens hurlaient, ouvrirent des yeux consupissants, des yeux consupissants. L'auteur là aussi. Certains s'enfuirent, mais revinrent bientôt sur leur pas pour s'assurer que Crito était vraiment nu. Reste comme ça, tu es magnifique, lança un jeune homme musclé, le nommé Eglo. Crito lui jeta un coup d'œil incendiaire.
tira la langue et se drapa de nouveau de son paille, de la poitrine au talon. Les jeunes gens protestèrent vivement. Quelqu'un escortèrent Trito jusqu'à chez elle, dans l'espoir qu'elle recommencerait. Cette facétie, cette aventure défraya la conversation des villageois durant plusieurs lunes. Villon se désolait. Vaut-il mieux avoir un enfant qui vous couvre de honte ou rester sans enfant? Je voulais à tout prix un descendant. Me voilà bien servi. Je devrais marier cette fille pour que son époux la mette comme il faut. Mais elle rit au nez de tous les prétendants. Quand cesseras-tu de te comporter comme une écervelée? Lui demanda sa mère. Je suis bien normal, répondit Trito. Pourquoi ne ferais-je pas ce qui me plaît? Les gens m'en veulent parce qu'ils n'osent pas agir comme moi. Un matin, Trito décida d'aller chercher du bois. À la bonne heure, se réjouit sa mère. Enfin, tu vas te rendre utile. Mais Villon parut intrigué. Cet enfant impossible a toujours refusé de ramasser du bois. Nous avons déjà une bonne provision. Si elle y tient, elle ira en compagnie d'autres jeunes filles. Je veux partir toute seule, dit Trito. Dans ce cas, tu ne bougeras pas. D'accord, je reste à la maison, mais ne me reprochez plus d'être paresseuse. Cependant, Trito ne renonça pas à son idée. En fait, elle voulait retourner dans le bois sacré. Un après-midi, elle sortit discrètement du village et prit le chemin de la forêt. Une fois arrivée, elle s'enfonça sans hésiter au milieu des arbres. Dans l'impressionnant silence du sous-bois, elle percevait seulement le bruit de ses pas écrasant les brindilles sèches et les feuilles mortes. Elle se fraya un chemin à travers les tronçons, à travers les troncs armés de contreforts. Elle ne vit aucun animal, n'entendit le chant d'aucun oiseau, pas même le crissement d'un insecte. Les gens sont tous des menteurs, se dit-elle. Pourquoi les grandes personnes racontent-elles des sottises aux enfants? Aujourd'hui, je les démasque. Elle se mit à crier. Oyez, où êtes-vous, habitants de la forêt sacrée?
Oyez, montrez-vous donc, sinon je détromperai le roi et le sorcier Zépété. Je vais prouver qu'on peut bien chercher ici du bois. L'écho ne répéta même pas ces paroles. Elle ramassa une douzaine de branches mortes, les assembla, les attache avec des lianes. Se souvenant du fameux Aziza, le prétendu roi de cette forêt, elle rit aux éclats. On m'a menti sur tous les points. Aziza, où es-tu? Aussitôt surgit devant elle un bonhomme de petite taille. Ça a commencé. Plus court que le plus petit des nains, avec un gros crâne, des yeux rouges, des dents jaunes, des oreilles pleines de poils blancs, une lourde barbe qui touchait la terre, les paupières mi-closes. Il regardait méchamment Trito qui ne parut nullement impressionné. Ça y est. Tiens, dit-elle, es-tu un homme ou une bête? Pourquoi es-tu si petit? Le génie grogna. Vis-tu dans ce bois? Demanda Trito. Oui, grinça le génie. Que cherches-tu ici? Vite. Je ne suis pas une fillette. J'ai 18 ans. Je suis 4 fois plus haute que toi. Je suis venu chercher du bois qui t'a autorisé. Ton père et ta mère n'ont jamais mis pied dans cette forêt. Ni ton grand-père, ni ta grand-mère, ni personne de ton village. Ils ont trop peur. Oh, oh, oh. Grogna de nouveau Aziza. Ainsi, toi-même, tu as décidé de chercher du bois. Comme ça, par curiosité, dans mon domaine. Oui, répondit Trito. Je voulais connaître le secret de cette forêt. Rien d'extraordinaire en vérité. Je vais repartir. Ricana le génie. Elle est venue chercher du bois. Elle aura vraiment du bois. Aide-moi à charger le fardeau sur ma tête, dit Trito en posant son coussinet sur ses cheveux tressés. Je vais me baisser car tu es trop petit. Attends un peu, ordonna Aziza qui prit d'une main le fardeau, sauta et lui posa sur la tête. Voilà. Il n'avait qu'une jambe.
pourquoi ça fait peur. Trito se mit à rire. Vous voyez. Eh bien, malgré tout, tu es très fort, dit-elle. Hihi! Gloussa le génie. C'est amusant, commenta Trito. Au revoir et merci. Gentil Nabo. À la prochaine fois.